Hello tout le monde, moi c'est Camille. Et moi c'est Tom. Tu voulais devenir quoi quand t'étais petit toi Tom ? Eh ben moi c'était plutôt clair, je voulais être coureur cycliste, et toi ? Bah moi en fait je suis devenue un peu ce que je voulais devenir, animatrice tu vois. Animatrice radio ? Bah oui, de la matinale. Mais tu voulais déjà te lever à 3h du matin ? Alors je sais pas si je voulais me lever à 3h, en tout cas je le fais maintenant. Oui Tom, je suis du matin disons. Bon bah moi je trouve ça un peu dur, mais en tout cas j'ai trouvé quelqu'un qui fait pas le même métier que nous, mais quand même qui se lève très très tôt le matin. Effectivement, j'en connais qui doivent se lever aussitôt que nous, même si c'est dur à croire, oui. Le coq a chanté et il est temps de se réveiller. Aussi pour Alexandre Cotin, parce que la ferme, c'est du travail. Il y a tellement de métiers. Un apprenti me disait, j'ai compté chez toi 25 métiers que j'ai fait en parallèle de mon métier de paysan. Dans cet épisode, nos hôtes Tom et Camille examinent de près le métier qui nous apporte notre lait. Les producteurs laitiers, un métier en constante évolution. La numérisation va être certainement une des nouvelles technologies qui va améliorer la qualité de vie et la qualité de production. L'avenir de la production de lait. Joël Bérard d'Agroscope nous emmène dans le futur et nous explique quelles innovations vont marquer le métier. Et l'apprenant Lucas partage avec nous ses expériences et sa passion pour le métier. Une passion qui unit les générations. J'aime bien avoir une belle vache et j'aime bien boire du lait aussi. On a la ferme Cotin avec le patron de l'exploitation Alexandre Cotin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Ça nous fait super plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, c'est comment de vivre ici dans une ferme de rêve ? Parce que tu nous as un petit peu présenté les lieux. Pour le coup, c'est vraiment à quoi on s'attendait, la vraie ferme de rêve. Bon, tout d'abord, je suis devenu producteur laitier de père en fils. Oui. Je me suis pas posé la question. Je me suis posé la question par après si j'allais continuer ou pas la production laitière. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que la vache était un outil qui était fantastique en ce moment en termes de production, de transformation de produits végétaux en lait. On peut passer par toutes les phases, le lait, l'élevage, la réforme qui est aussi un sujet qu'on ne doit pas éluder. Et tout ce qui va avec la technologie qu'une vache nous demande, c'est juste génial. Donc tous les jours, on vit un rêve parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Et c'est hyper varié. Et c'est hyper varié. Après, c'est en même temps aussi une contrainte parce qu'on n'a pas l'assurance de toujours faire la même chose, l'assurance d'être périn sur la durée. Et ça, c'est le deuxième challenge qui me tient en vie, c'est que tous les jours, il faut se reposer la question de ce qu'on fait, si on le fait juste et si on fera la même chose demain. Du coup, toi tu t'es posé la question de savoir si tu voulais reprendre l'exploitation. Est-ce que d'abord tu as une famille qui t'entoure ? Alors tout d'abord, mes parents étaient ici avec mon oncle. La passion était déjà à l'époque ici. Les choses ont fait que mon papa a repris l'exploitation tout seul, où je l'ai tout de suite secondé. Et puis il m'a donné la chance d'être chef d'exploitation assez vite. J'ai pu me poser beaucoup de questions tout de suite. On a pu réagir ensemble sur l'avenir. J'ai élevé une famille dans le sens d'élever une famille, mais pas forcément d'élever un successeur. Ça, c'est lui qui doit le décider. Et le hasard des choses m'a donné en somme la satisfaction d'avoir un fils qui veuille continuer le métier. En même temps, j'ai eu beaucoup de questions qui sont posées au moment de se mettre ensemble parce que je voulais transmettre à mon fils quelque chose qui lui plaise. Et une des premières questions que je lui ai posées, je me souviens toujours, tu trairas plus d'années que moi, à toi de choisir aujourd'hui si on continue à traire ou pas. La production laitière était tellement mauvaise à l'époque, très peu rémunératrice, que beaucoup de gens se sont posés ces questions-là. Et puis, il m'a répondu en disant, avec un peu de réflexion derrière, oui, mais que ça soit fait d'une façon professionnelle et durable. Et en tant que papa, c'est une satisfaction ? Alors, bien sûr que déjà, c'est d'avoir une aide à la maison qui pense un petit peu comme toi, j'espère en tout cas. Et puis de savoir qu'on investit en agriculture tellement pour des espaces lointains que si c'est pour remettre à quelqu'un d'inconnu ou revendre derrière, c'est pas forcément motivant. Ça fait toujours un peu peur. Voilà, c'est ça. Mais si on sait que si c'est son fils qui va en bénéficier, on prend ça peut-être un petit peu différemment. Et puis on temporise un petit peu les choses parce qu'on sait que c'est pas du one shot. On peut tirer ça sur la durée. Et alors, toi, du coup, tu es à la source de tous les produits laitiers, évidemment, de l'exploitation. Quelles sont, finalement, les responsabilités que tu as en tant que producteur laitier ? Alors, financièrement, c'est la durabilité de l'exploitation. Il faut que l'atelier laitier puisse payer ses factures, puisse rémunérer ses salariés.
Ça, c'est la base. Ensuite, il faut produire un lait de qualité pour qu'il soit commercialisable par l'entreprise qui le travaille par la suite. Et à la fin du compte, on a un lien tellement... moi, je bois mon propre lait, donc j'ai tout intérêt à produire du lait de haute qualité. Et puis, on est entouré de gens du village qui consomment notre lait, nos produits. Et puis, c'est en même temps une obligation, mais une fierté de pouvoir proposer à nos gens des produits qui soient de haute qualité et beaucoup diversifiés. Et en tant que patron de l'exploitation, quelles sont tes tâches préférées ? Alors, je dirais la tournée du soir. Ouais. C'est quoi la tournée du soir ? C'est quand, avant d'aller au lit, c'était pas un petit peu les heures, les activités qu'on a, mais disons entre 22h et 24h, on fait le tour de l'écurie pour savoir si tout se passe bien, s'il n'y a pas un vélage qui se prépare, si c'est un petit moment de calme. Où on peut observer le bétail en toute quiétude et puis se faire des fois quelques réflexions sur ce qu'on fera demain, les semaines suivantes. Clairement, la tournée du soir, pour moi, c'est quelque chose qui donne la quittance, qui fait mon bon boulot la journée et qui me prépare les jours suivants. C'est un moment où on se retrouve un peu soi-même, en fait. Exactement, c'est ça. Oui, tout à fait. Et je me suis trouvé bêtement des fois à causer une vache. J'ai pas eu beaucoup de réponses des fois, mais quelque part, c'est la réponse qu'on se donne soi-même. Ouais. J'allais te demander ce que tu leur as posé comme question. Ça restera entre nous. Ok, on ne peut pas savoir alors. Bon, trêve de plaisanterie, pendant que Alexandre fait sa dernière ronde du soir, on va aborder quelques sujets. Et oui, quelques petites infos sur le métier d'agriculteur, de vrais couteaux suisses, ces agriculteurs. L'économie laitière contribue beaucoup à l'économie de la Suisse. Près de 80 000 personnes travaillent dans une exploitation suisse, comme producteurs, employés ou apprentis. C'est presque 3 fois un stade de foot rempli, et de nombreux emplois s'ajoutent. Les vétérinaires, les éleveurs et les employés des laboratoires qui ont tous un lien étroit avec la production. Et bien sûr, ceux qui inventent les outils du smart farming. Par exemple, le robot de traite. Alors, on vient de l'entendre, les producteurs de lait ne travaillent pas seulement avec les vaches, mais aussi avec beaucoup d'autres acteurs impliqués dans la production de lait. Comment cette collaboration, elle fonctionne ? C'est un petit peu lié par le besoin. En somme, si je parle d'un mécanicien, j'ai besoin de lui pour tout ce que j'ai à faire, mais en même temps, il doit savoir ce que j'ai réellement besoin. Et beaucoup les mécaniciens, par exemple, sont aussi formés dans l'agriculture pour savoir quels sont réellement mes besoins. Le vétérinaire, c'est clair que lui, il est axé grand bétail. C'est pas moi qui vais lui demander beaucoup de choses. Il sait beaucoup mieux que moi. Moi, je lui explique simplement les symptômes que j'ai. Et puis ensuite, il y a une discussion qui s'établit entre nous. Comment est-ce qu'on va la soigner? Si vraiment on la soigne, ça dépend un petit peu l'économie du moment. Si on parle du robot de traite, c'est un petit peu comme le mécanicien, mais c'est encore plus intense que ça parce que la machine tourne 24/24, 7/7. Donc il y a une collaboration encore beaucoup plus intensive. Un tracteur qui est en panne un jour, tant pis, on prendra le suivant. Mais le robot de traite, il doit travailler tous les jours. Donc ça, c'est très très intense comme collaboration. En fait, vous vous complétez un petit peu finalement. Oui, tout à fait. On vit à quelque part en symbiose. Et puis, toujours, ça doit être du gagnant-gagnant. Si on tire sur la corde, elle pètera et puis on sera nous-mêmes victimes de ce qu'on a fait. Donc, on a tout intérêt à ce que l'ensemble de la chaîne fonctionne. Ça marche, oui. Et c'est toute la difficulté parce que nous, on a souvent des salaires agricoles, des contraintes agricoles qui ne sont pas forcément comprises par un mécanicien, pour dire un exemple. Si on prend l'exemple d'un réparateur de machine à laver qui vient pour 250 francs de l'heure, on a des fois un petit peu du mal à comprendre, mais ça fait partie du jeu. Et puis notre rôle à nous, c'est de faire que ce temps-là soit le plus court possible et le moins souvent possible. Donc on apprend aussi tout l'entretien de façon à ce qu'on ait moins à intervenir sur la réparation. Alors toi, Alexandre, tu as un peu la double casquette puisque tu es aussi président du conseil d'administration de Crémeau, donc la plus grande société de l'industrie laitière en Suisse. Quels sont les enjeux auxquels tu es confronté dans ce rôle-là ? Alors, pour ne pas faire d'impair, on est la plus grande société en Suisse romande. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous en Suisse. Non, alors, mon rôle de paysan là-dedans, par rapport au rôle de président, il est bien différent. En somme, et je sépare bien les choses. En somme, ici à la ferme, on est producteur de lait. Je tâche, comme tous les autres producteurs, de fournir un lait le plus régulièrement possible, de haute qualité, à ce que mon entreprise puisse le mettre en valeur. Après, le rôle du conseil d'administration, du président du conseil, c'est de faire le lien entre la direction et le conseil et les actionnaires. Et puis là, il y a le savoir-faire d'un indépendant paysan qui peut apporter son plus des fois dans certaines réflexions. On sort des fois des sentiers battus dans certaines idées et ça met en confrontation des processus industriels bien faits. Et
Je crois encore une fois qu'on doit travailler en symbiose. En somme, Crémo en particulier appartient à ses producteurs. Donc Crémo doit connaître, la direction de Crémo doit connaître ce que le producteur veut. Après, c'est ce qu'on peut faire qui est différent. Et là, on a affaire à bien d'autres gens qui sont la grande distribution. Et le challenge est à un tout autre niveau. Alors aujourd'hui, on parle de durabilité, du bien-être animal, de production bio. La société fait de plus en plus attention à ces sujets, faut dire. Comment est-ce que cette évolution des mentalités touche ton métier, Alexandre ? Simplement par l'appel des produits. Si la Crémo un jour me dit j'ai plus besoin de lait parce que plus personne ne le boit, ben je vais forcément arrêter d'en faire. Bah oui. Et puis s'ils me disent on veut un certain label parce que c'est demandé, je vais automatiquement m'intéresser à ce label et produire sous le régime de ce label-là. C'est une évidence, on n'a pas le choix. Donc le transformateur et le producteur sont intimement liés parce que tout ce qui sort de chez nous a besoin chez lui et moi j'ai besoin de lui pour vendre mes produits. Donc il n'y a pas de rivalité entre l'industrie laitière et le producteur laitier. La rivalité, s'il y en a une, c'est plutôt entre le produit fini et la distribution, où là les intérêts sont différents. Et il y a également de plus en plus de nouvelles technologies, également dans le métier, d'innovation dans le secteur agricole également. Comment est-ce que ça bouscule ton travail ou pas d'ailleurs ? Ça bouscule, je dirais que ça l'aide. Parce qu'on fait pas quelque chose par plaisir, on le fait toujours par nécessité. En somme, le robot traite, il arrivait pas parce que j'aimais pas traire, mais parce que j'avais plus le temps de traire. Et en somme, le robot est venu ici en aide à faire ces travaux-là. Et le robot est assez symptomatique, mais c'est pour beaucoup de secteurs comme ça. On n'a pas un gros tracteur parce qu'on a envie d'avoir un gros tracteur, c'est simplement parce qu'il faut qu'on soit plus efficace, que ça avance. Et bien sûr, parce qu'il est plus gros, il coûte plus cher. Parce qu'il est plus cher, on doit avoir plus de surface. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue, mais à quelque part, on suit l'évolution mondiale. Et la Suisse n'y échappe pas du tout. Les règles économiques sont les mêmes partout, à différentes hauteurs, bien sûr. Mais du coup, est-ce que toutes ces innovations, ça enlève un peu de passion au métier ? Non, ça la renforce. Comme on revient sur le robot de traite, par exemple, s'il suffit pas de mettre une vache dans le robot de traite et puis penser qu'elle sorte là en étant été traite, il faut connaître le processus de la traite. En somme, il y a comme on appelle la phase d'amouillage où la vache doit donner son lait, bien vouloir le donner. Et tout ça, si on connaît pas ces bases-là, on saura pas faire fonctionner un robot. Ouais, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Et puis, à quelque part, c'est la double satisfaction. On doit connaître le métier à la base, comment ça fonctionne, et on doit connaître la technologie qui nous aide à faire ce métier aujourd'hui. Donc, c'est juste passionnant. Un métier passionnant, mais un métier qui a beaucoup changé. Comment va-t-il se développer dans l'avenir ? On est allé découvrir tout ça chez Agroscope. Agroscope, c'est le centre de compétences de notre pays pour la recherche agricole. Et sur leur site à Pozieux, qui va devenir le site principal d'Agroscope, on s'occupe de l'avenir de l'agriculture. Bonjour à tout le monde, je suis Joël Bérard, je suis membre du conseil de direction d'Agroscope et dans cette fonction, je suis responsable de tous les projets de recherche sur le système de production et sur la santé animale. La technologie et les changements dans notre société obligent à l'évolution. Mais comment la production va-t-elle se développer ? Et comment ça va changer le métier d'Alexandre ? Je suis convaincu que les productions vont être toujours plus axées sur la qualité des produits et surtout ce concept de qualité va être implémenté, va être élargi. Donc en plus des qualités organoleptiques et nutritionnelles du lait ou des fromages, d'autres paramètres vont être intégrés, vont élargir en fait ce concept, dont des paramètres comme la durabilité de la production, les services écosystémiques que les productions laitières fournissent à l'entière société, mais aussi les aspects socio-économiques. Donc je suis convaincu que le système de production va être beaucoup plus transparent et aussi il y aura une communication plus directe, un rapport plus proche entre les producteurs et les consommateurs. Le futur, c'est la technologie, l'écologie et un esprit innovateur. Ces trois innovations marquent l'avenir de la production de lait. La numérisation. La numérisation va être certainement une des nouvelles technologies qui va améliorer la qualité de vie et la qualité de production. Donc, par exemple, d'avoir des données qui concernent l'analyse de la qualité du lait issu soit du robot de traite, soit de la salle de traite, qui puisse être directement reçue par le producteur, directement mise en place pour améliorer les conditions d'alimentation de la vache. La sélection génétique. Sélection génétique,
ça veut dire choisir en fait les vaches qui vont remplacer les vaches qui vont partir à la retraite parce qu'ils ont à la fin de leur carrière professionnelle, entre guillemets. Des vaches qui vont être plus robustes, plus résilientes, des vaches qui seront capables de s'adapter au changement climatique, qui soient adaptées aussi au site, dont des vaches de ferme en plaine vont être différentes par rapport à des fermes de montagne, et puis naturellement plus efficientes, donc qui peuvent produire autant même s'ils arrivent à consommer moins. Le fourrage du futur. L'alimentation des vaches, donc certainement d'avoir des fourrages produits sur l'exploitation de haute qualité pour garantir une certaine autonomie d'approvisionnement, mais aussi de pouvoir réduire la concurrence entre le food et le feed. Donc le food, ce qui est destiné à l'alimentation humaine ou des monogastriques comme le porc, et le feed, ce qui est destiné aux vaches qui sont des ruminants. Donc là, par exemple, Agroscope est en train de faire plusieurs recherches, dont l'utilisation par exemple d'algues comme source alternative de protéines, mais aussi des nouvelles cultures fourragères comme le sorgho ou les aies fourragères, et aussi l'utilisation de sous-produits. C'est en fait par exemple des biscuits qui n'ont pas la forme correcte ou des biscuits que pour des défauts de production n'ont pas la bonne teneur de nutriments comme il est prévu sur l'étiquette, et dont on doit en disposer de quelque façon, dont l'industrie agroalimentaire, il peut être un fournisseur de produits pour l'industrie de production de produits pour des animaux. Des vaches qui mangent des algues, des applications smartphone et le recyclage de biscuits, l'avenir est innovateur, technologique et smart, aussi pour le producteur de lait. Les défis à relever sont certainement encore importants, mais je suis convaincu que grâce au smart farming, au progrès dans la sélection génétique et aussi à l'amélioration de l'alimentation, pour le producteur, on aura la possibilité d'avoir des conditions de travail plus faciles. En même temps aussi un salaire correct par rapport à la charge de travail. Le producteur aura aussi une connaissance plus approfondie de ces animaux, de quelles sont leurs exigences, et en même temps une prise de conscience importante de quel est son rôle, pas seulement de producteur d'aliments, de lait, de fromage, mais aussi du rôle envers la société, donc de fournisseurs de services comme les services écosystémiques. Selon Joël Bérard, les innovations apportent des chances, aussi pour nous. Pour les consommateurs, je pense une plus grande transparence, une communication plus directe avec le producteur, une connaissance du produit, de ce qu'il y a à l'intérieur du produit, mais aussi qu'est-ce qu'il y a derrière le produit en amont, donc comment on l'a produit. Et je dirais, pour l'agriculture en général, vraiment une agriculture qui va être plus durable et surtout plus résiliente. Vous l'avez entendu, différents sujets ont été abordés lors de ce reportage. On a parlé de smart farming, on a parlé des algues d'ailleurs. Alexandre, quel est ton avis à ce sujet ? Est-ce que c'est une notion qui te parle ? Est-ce que vous traitez ce sujet, les algues ? Alors on en entend parler, on n'a encore pas d'expériences qui sont factuelles sur l'exploitation. Le but étant d'avoir une alimentation toujours plus efficace, et puis les algues font partie de la solution. La solution aussi par rapport à la production de méthane et de CO2. Si on peut contribuer à améliorer cet effet-là, bien sûr qu'on va prendre ces éléments en main. Après, il faudra les évaluer chez nous réellement comment ça s'intègre dans la ferme, si c'est réaliste d'imposer ces algues à nos vaches par rapport à de l'herbe. Et l'avenir nous dira. En tout cas, moi, je reste ouvert à faire des essais. Et puis, le but reste le même à la fin. Il faut que la vache puisse être en forme jusqu'au dernier jour de sa vie. Et puis, il ne faut pas prétériter la santé de la vache par rapport à un aliment qui nous serait imposé de quelqu'un, mais ouvert. Maintenant, finalement, il faut essayer et tester. Exactement. Et si c'est positif, je serai le premier à intégrer les algues dans l'alimentation de mes vaches. Pour autant que les labels me le permettent. Ça, c'est encore une autre paire de manches. On est soumis à tellement de labels aujourd'hui qu'il faudra faire évoluer ces labels dans ce sens-là. Alors j'espère que les gens vont comprendre le positif de l'élément et intégrer ça dans le label de façon positive plutôt que punitive, je dirais ça comme ça. Ouais. Et justement, en parlant du futur, on va parler du futur de l'apprentissage, le futur de l'agriculture, avec un apprenti de première année, c'est Lucas Brandt que l'on reçoit. Salut tout le monde, moi je m'appelle Brandouka, je fais la formation pour être agriculteur. J'habite en Saint-Gine et j'ai 16 ans.
Donc on a affaire à deux messieurs qui ont quasiment 40 ans 40 d'écart. ans d'écart, oui, effectivement, c'est beau. Alors Lucas, du coup, raconte-nous un petit peu pourquoi tu as voulu faire cet apprentissage. Je suis grandi sur une ferme, ça m'a toujours passionné, j'ai aimé. Et j'ai commencé l'apprentissage, ça me plaît toujours autant. Et puis, c'est le challenge pour le futur aussi. Peut-être on peut préciser pour les gens qui se demanderaient pourquoi est-ce que, en ayant grandi dans une ferme, tu allais faire un apprentissage ailleurs que chez toi? C'est exactement pour voir des autres choses, pour évoluer avec les autres. Qu'est-ce qui est mieux à la maison, qu'est-ce qui est mieux en apprentissage, qu'est-ce que je peux changer là, amener des idées. Là d'ailleurs, les notions qu'on a abordées, les algues, c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles. Il y a des choses, toi par exemple Lucas, qui sont totalement nouvelles et dont Alexandre est surpris, ou tu peux lui apporter toi certaines connaissances. Ça change beaucoup avec le temps. Je pense que quand ma génération puis celle d'Alexandre, il y a beaucoup de différences et de problèmes aussi. Mais lui il peut m'apprendre des trucs, moi je peux lui apprendre. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'autre. Ayant des apprentis, on écoute ce qu'ils apprennent à l'école, qui des fois nous allument la lumière certaines choses. Et puis moi, j'ai encore une génération entre deux, qui est mon fils, qui a une trentaine d'années, qui lui est vraiment dans la recherche de nouveau. C'est lui qui croche sur ces nouveautés. Et en fait, lui qui me challenge souvent sur ce qu'il y a à faire. Et puis moi, en tant que vieux, je fais le temporisateur et puis je dis, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Je le challenge sur les vrais faits. Et aussi sur le côté économique, où les jeunes sont des fois un petit peu moins attentifs. Est-ce qu'il y a des fois où il y a des réunions entre vous trois générations différentes, et vous pouvez échanger sur vos savoirs et puis des fois aller à l'encontre de certaines pensées? Ouais. En permanence, parce que l'agriculture a la chance de pouvoir travailler ensemble. En ce moment, on prend le petit déjeuner ensemble. C'est là le moment où on partage toutes ces expériences qu'on a l'un l'autre, et puis c'est aussi le moment où on fait le programme de la journée, et puis c'est vraiment l'opportunité qu'on a pour s'échanger, se challenger sur ces différents thèmes. Et si on part pas d'accord au déjeuner, on a le dîner pour rattraper le coup, puis c'est le lendemain. Donc c'est une chasse perpétuelle, et puis c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce métier, avec qui on peut... nos collaborateurs, en somme, sont très intégrés dans ce qu'on fait dans le travail tous les jours. Et alors toi, Alexandre, qui a vécu ton apprentissage il y a, je pense, 35 ans, quelque chose comme ça, et aujourd'hui, que tu vois les apprentis, est-ce que tu as l'impression que c'est pareil ou pas trop? Non, il y a des différences qui sont dues au niveau social, simplement. Nos jeunes ont eu une autre vie que nous, ce qui est tout à fait normal, et puis il faut s'adapter à ça. On ne peut pas demander à un jeune, après une journée de travail, de venir encore faire quelque chose en plus parce que il y a un village qui se passe mal ou comme ça. À l'époque, l'apprenti était dévoué, on y allait, on faisait. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se passe pas la nuit ou un week-end, on n'appelle pas l'apprenti pour venir au secours. On doit se débrouiller différemment. Aujourd'hui, être apprenant, c'est un métier. Il vient chez nous avec une mission, c'est d'apprendre. C'est pas forcément d'être un outil de plus sur la ferme. Alors toi, Lucas, en tant qu'apprenti, c'est vrai que tu vois plein de choses plus ou moins modernes. Qu'est-ce que tu as pu retenir de tout ça? Il y a une grande différence entre l'exploitation chez moi à la maison et puis où je suis en apprentissage. Comme moi, je suis grandi avec 2 robots, j'ai jamais dû traire une vache à main. Et sur l'exploitation, on traite à main encore. C'est une grosse différence. Tu apprends beaucoup de choses, mais c'est aussi plus de temps. Plus de travail. Plus de travail. Un apprenti agricole, il apprend bien sûr le métier d'agriculteur avec la production de lait, de céréales et de viande, etc. Mais il apprend tous les métiers qui vont avec. On est tous les jours un petit peu électricien, ferblantier, maçon. Il y a tellement de métiers. Un apprenti me disait, j'ai compté chez toi 25 métiers que j'ai fait en parallèle de mon métier de paysan. Et puis, tous ceux qui ont quitté l'agriculture plus tard, ils ont dit qu'ils ont eu une telle richesse d'apprentissage de par cette multitude de métiers, que c'était vraiment quelque chose une rampe de lancement pour eux, pour le futur. Après, on a aussi beaucoup plus de non-agricoles qui s'intéressent au métier, qui veulent retourner aux sources. Ils ont trouvé qu'un tracteur, c'est sympa, qu'il fallait y aller. Et puis, quand ils ont vraiment fait quelques heures dessus, ils voient que ça secoue aussi, ça fait du bruit, et puis ils désacralisent un petit peu le métier, et puis après, ils changent de voie plus tard. Mais ça, c'est quelque chose à laquelle on est habitué, et puis pour moi, qui est aussi une richesse à quelque part, parce que le jeune qui a commencé agriculteur et puis qui va vers autre chose, il reviendra de toute façon un jour ou l'autre à un secteur agricole. Donc autant qu'il ait appris nos bases et puis qu'il sache de quoi on parle. Alexandre, tout à l'heure, tu disais qu'il y a beaucoup d'apprentis qui repartaient en Suisse alémanique ou alors qui venaient de Suisse alémanique. Pourquoi ?
Alors, c'était un petit peu la mode à l'époque. Moi, en tant que Suisse romand, j'étais faire ça en Suisse allemande et les Suisses allemands venaient chez nous. Donc, on apprenait une langue en étant apprenti, on apprenait un métier, on apprenait une autre culture. Donc, c'était un petit peu un échange qui se faisait naturellement. Aujourd'hui, les jeunes ont plus de mal à aller en Suisse allemande. J'ai beaucoup plus de demandes d'apprentis suisses romands qui veulent venir chez nous. Et puis, je leur dis chaque fois, OK, mais pourquoi tu vas pas en Suisse allemande? Parce qu'au moins, tu apprendras l'allemand. Et puis, quelques fois, je me suis rendu compte que c'était trop d'apprendre un métier plus une langue. Certains n'arrivent pas à faire les deux à la fois. Donc, autant faire une année d'apprentissage en Suisse romande où il peut acquérir les bases du métier, et puis plus tard aller faire des stages en Suisse allemande où il pourra s'enquérir en plus de la langue. Il fallait vraiment se concentrer sur une chose. Sur une chose, oui. Ouais. Ça, c'est une des évolutions peut-être aussi de l'apprentissage par rapport à quand tu l'as fait. Toi. Je ne connais pas les statistiques au niveau des écoles, mais en tout cas, dans ce que je vis ici, clairement, c'est quelque chose qui a changé. À l'époque, ça ne se posait même pas la question de faire chez... Donc, il y a eu deux évolutions. Une, c'était de ne pas la faire chez son papa, d'aller dans une autre exploitation. Et puis la deuxième, c'était d'aller en Suisse allemande. Alors certains papas ne toléraient pas que leur fils parte apprendre chez quelqu'un d'autre et encore pire à l'étranger chez les Suisses allemands. Mais ça, c'est quelque chose qui a vite changé parce que le papa qui n'a pas laissé aller son fils en Suisse allemande, en principe, il le regrette toujours parce qu'il voit que ses collègues ont évolué d'une façon différente et vice-versa. Je côtoie maintenant nos anciens apprentis, ils ont dit mais chez vous les Welsh vous étiez comme ci ou comme ça, et puis maintenant je comprends mieux. Et puis c'est le côté qui est des fois cool de cet échange, mais ça passe par-dessus les frontières du métier. C'est qu'on a une connaissance culturelle de notre pays qui s'améliore par cet apprentissage où on va dans la famille de l'autre. Et alors Lucas, pourquoi avoir choisi ton apprentissage en Romandie et non en Suisse allemande? À ma place, ça m'a pas beaucoup changé. Je suis déjà bilingue, je sais parler 2 langues. Ouais. Mais c'était pour trouver une place où je peux apprendre quelque chose. Et puis c'est un Zufall que je suis venu en Saint-Gilles. Mais d'ailleurs, moi je me posais une question, est-ce qu'on est obligé de passer par une école pour devenir agriculteur, en tout cas pour travailler dans ce domaine? Alors obligé, je pense pas, chacun peut devenir agriculteur. Par contre, devenir un agriculteur efficace, pour moi, ça oblige de passer par l'école parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Après, il y a le deuxième aspect, c'est si on veut être agriculteur reconnu, en somme qui peut être dans la vie active des paiements directs et des labels, on doit être scolarisé d'une façon correcte. Et aujourd'hui, la base monte toujours. En somme, il y a une certaine base qui est juste pour les chiffres, mais qui, à mon avis, ne sert à pas grand-chose. Mais poser la question à Lucas, c'est lui qui explique un petit peu le cursus qui s'en prend. On apprend beaucoup déjà les bases. Comment produire, quoi produire, si c'est écologique aussi, si c'est rentable et efficace. Il y a sûrement beaucoup de choses qui vont venir encore. J'imagine que c'est plus pratique comme enseignement que théorique. Tout à fait. Et puis ce qu'on fait en exploitation de maître d'apprentissage, comme on dit, c'est qu'on tâche de relier la théorie qu'ils apprennent à l'école à la pratique de tous les jours. Et ça, en lien avec l'économique qu'on a nous chaque jour ici. On peut venir avec des belles idées qui sont scolaires, mais c'est pas forcément que ça matche dans la ferme. Et puis ça, c'est aussi sujet à discussion. Et puis des fois, on a des soucis avec les professeurs qui viennent nous dire « mais notre apprenti m'a dit que… » C'est très interactif avec aussi les maîtres d'école. Bon, Lucas, toi, t'es un petit peu né là-dedans, dans tout ce milieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris depuis que t'es tout petit, un changement en particulier par rapport à maintenant? C'est sûr, c'est quelque chose complètement d'autre. T'as pas les mêmes libertés. T'as un chef maintenant, t'as plus ton papa où tu peux lui dire bah oui. Qu'est-ce que tu veux. Tu dois quand même te tenir aux règles. Les congés, c'est autrement. Tu vas moins à l'école. Tu travailles sûrement aussi plus. Ça dépend aussi de l'exploitation à la maison et l'apprentissage. Mais c'est une bonne expérience de voir des autres choses. Un apprenti agricole, il fait pas tout son apprentissage sur la même place. Il a 3 ans d'apprentissage et puis en principe, ou on souhaite en tout cas, c'est que l'apprenti fasse 1 année par exploitation. De ce fait-là, il a accès à différentes formes d'exploitation, différentes modes de production aussi et carrément de production tout à la base. Et puis l'apprenti, peut-être, il a... ou on dit l'apprenant aujourd'hui, je crois. Ouais. L'apprenant s'attend à quelque chose qu'il n'est pas forcément satisfait la première année parce qu'il s'attend à autre chose, mais c'est quelque chose qu'il va rattraper facilement en deuxième. Et même s'il était insatisfait en première, il va d'autant plus crocher en deuxième parce que c'est quelque chose qui lui manque en première. Et inversement, s'il était vraiment au top sur un secteur en première année, la deuxième année, il va pouvoir laisser ça à côté et se concentrer sur d'autres choses. Tu valides, Lucas? Oui, je valide complètement. Mais justement, est-ce que en tant qu'apprenant,
Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on veut pas du tout faire, par exemple ? Est-ce qu'on peut, en tant qu'agriculteur, se permettre de dire ça, je veux pas faire ? Ça j'aime pas. Comme chaque métier, oui, mais il faut aussi les faire. Ça se fait pas tout seul. C'est obligatoire. Oui, je dirais, oui. Quand un apprenant vient chez nous, il fait toujours un stage avant pour savoir si ça lui convient ou pas. Et du moment que ça lui convient, il valide ce qu'on fait. Donc, par la suite, il ne peut pas nous dire, écoutez, les veaux, c'est pas mon truc, je m'en occupe pas. Il doit faire le tout. Donc, comme a dit Lucas avant, il a pris un chef et puis il doit se conformer à ce qu'on lui demande. C'est clair que si, en tout cas, mon cas, c'est comme ça. Si un secteur ne lui plaît pas, je lui demanderai pourquoi ça ne lui plaît pas. Qu'est-ce qui changerait pour qu'il soit meilleur ? Et puis, s'il arrive à me faire changer mon mode... Pourquoi pas ? Il faut un petit peu toucher à tout et être ouvert d'esprit, finalement. Ça. Mais d'abord, il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir proposer quelque chose de meilleur derrière. Et puis ça passe par la pratique de tous les jours, même si c'est pas forcément agréable. Mais je pense que ça, c'est propre à chaque métier. Et chaque métier a les mêmes contraintes face à ça. Tout à l'heure, on disait que vous aviez 39 ans d'écart, Lucas et Alexandre. J'aimerais bien savoir comment vous voyez l'avenir du métier, chacun de votre côté, en fait. Alors, les contraintes, le métier, c'est quelque chose c'est une difficulté qui se répète depuis tout le temps. Si j'entendais mon grand-papa parler à table, il parle des mêmes soucis que moi aujourd'hui, bien sûr, à une autre échelle. Ouais, génération. Les soucis changent, mais en somme, le fond reste le même. Ça se transmet aussi. Il faut arriver à pérenniser l'entreprise. Ça, c'est déjà le défi numéro 1, parce que les choses vont tellement vite, l'économie est tellement tendue en ce moment qu'un faux pas suffit à faire tomber une ferme, ce qui à l'époque n'était moins le cas. Parce qu'on avait on était plus en autarcie et une erreur se pardonnait. Aujourd'hui, une erreur se pardonne moins en moins ou bien on la paye cash derrière. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'évolution technologique fait que tout va très vite. Donc, on passe beaucoup de temps à apprendre parce qu'on doit suivre l'évolution. Et la chose qui m'embête le plus, c'est tout ce qui est administratif. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps au bureau à remplir des formulaires que peut-être personne ne lise, qui servent à pas grand-chose. C'est le côté frustrant du truc. Si on faisait la comptabilité analytique où on va au fond des choses, moi, ça me passionne. Mais quand il faut remplir des formulaires pour simplement cocher qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, c'est embêtant. Mais en même temps, si on ne le fait pas, les conséquences sont lourdes. Donc pour moi, la charge administrative va aller, je pense, toujours en pire. Et puis ça, c'est quelque chose qui va péjorer le métier de paysan. En somme, le prix du lait étant une chose très très factuelle pour dire si je continue ou si je continue pas. Aujourd'hui, les charges administratives, en somme, les charges liées à ces labels, les contraintes, feront peut-être tout autant arrêter la production laitière parce que c'est devenu très très lourd à supporter. Et toi, Lucas, avec ta jeune expérience, tu la vois comment l'avenir ? Moi, je la vois sûrement plus dure que maintenant. Peut-être pas, mais moi j'y pense. Beaucoup de problèmes qu'on avait avant, il n'y en a sûrement plus aujourd'hui, mais le contraire aussi. Ça change et puis... Tu as un peu plus peur ? Peut-être ? T'appréhendes ? Oui, à un point, oui. Si j'entends aussi mon papa parler, ça fait aussi peur des fois parce que lui, il est un peu plus... Il s'intéresse plus à ça et puis il sait plus aussi. Mais les changements, j'aime pas trop les changements. Et c'est sûrement ça que je vais beaucoup... y trouver dans le futur. Et l'agriculteur, comme n'importe quel autre métier, si Lucas dit qu'il n'aime pas les changements, c'est clair que c'est toujours inconfortable de sortir de sa zone de confort par définition. Mais à la fin du compte, c'est que ça qui fait avancer l'humain. C'est que les crises qui nous font bouger. Et par contre, après, c'est comment est-ce qu'on appréhende une crise qui fait la différence. Et si Lucas a appris aujourd'hui d'autres façons de travailler, d'autres façons de voir les choses, ça pourra peut-être demain lui apporter d'autres aides à ses outils de décision qui va peut-être pas forcément aujourd'hui à mettre dans une coche comme quoi j'ai vu ça, j'ai vécu ça, mais en arrière-fond, il aura toujours cette pensée qui pourra lui aider à réfléchir plus tard. Alors Lucas, toi, qu'est-ce qui te plaît dans la production de lait ? C'est surtout les vaches. Les vaches, c'est très très difficile à la comprendre et de jouer avec pour que ça va à côté des sous, mais aussi de la santé de la vache. À côté du lait, il y a aussi de l'élevage qui me plaît bien. J'aime bien avoir une belle vache et chasser la bonne génétique par-dessus plusieurs générations. Et j'aime bien boire du lait aussi. C'est la finalité de tout le travail. Le lait, c'est bon. Oui. Tu nous donnes envie avec ton lait, Lucas. Hein. Oui, d'ailleurs, on va aller s'inviter à en boire un dernier verre. Oui, voilà, c'est Camille. ça. On s'invite tout de suite, on part et on se retrouve dans un prochain épisode de Vachement Frais. Pour en savoir encore plus sur le métier de ceux qui nous donnent notre bon lait suisse,
Rendez-vous sur swissmilk.ch où plein d'articles intéressants vous attendent.